à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre journal aujourd'hui? Éléments de réponse dans ce sommaire. Il s'agit d'un rendez-vous culturel toujours très attendu. Le palmarès 2016 de la Fondation Prince-Pierre a été dévoilé mardi soir au cœur de la prestigieuse salle Garnier. Dans le cadre justement de la Fondation Prince-Pierre, vous découvrirez un reportage sur les coulisses du prix Coup de cœur des lycéens. Son Altesse royale la princesse de Hanovre, présidente de la Manne mondiale, était en République démocratique du Congo où une équipe de Monaco Info a pu la suivre. Aujourd'hui, deuxième volet consacré à la capoeira, utilisée comme vecteur de paix et de réinsertion. À Monaco, vous découvrirez la foire qui est proposée sous le chapiteau Espace Fontvieille avec un thème, celui du Japon. Et puis ensuite, deux rendez-vous, le premier consacré à la joaillerie de prestige et le second à des sculptures exposées au cœur du jardin exotique. Et nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Le palmarès 2016 de la Fondation Prince-Pierre a été dévoilé au cœur de la salle Garnier sous le regard de la présidente de la Fondation, Son Altesse royale la princesse de Hanovre, et de son frère, Son Altesse sérénissime le prince Albert II. Le récit de cette soirée est signé Alexandra Pani. Le lauréat du prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco est Adonis. C'est un prix qui récompense l'ensemble de son œuvre. Le célèbre écrivain et poète syrien Adonis a reçu des mains de Son Altesse royale la princesse de Hanovre le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, une récompense qui a touché l'auteur des œuvres qui résonnent avec l'actualité. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'actualité politique, parce que la politique, vraiment, surtout dans notre époque, est un peu aveugle. Et c'est comme un train qui va sans voir ni gauche ni droite comme ça. Alors qu'une politique intelligente doit être comme un arbre enraciné, mais ouvert sur tous les côtés. La Syrie vit en moi. Et moi, je fais partie de son histoire, de sa grandeur. Et j'espère que, mais malheureusement, voilà, on revient à l'actualité. Ce qui est actuel, c'est que ce pays est détruit. On est contre la dictature militaire. Tout le monde est contre. Mais on ne peut pas être du côté de... On ne peut pas œuvrer pour remplacer la dictature militaire par une dictature religieuse et théocratique. Il faut le remplacer par une démocratie. À ses côtés sur scène, un jeune auteur de 35 ans, lauréat de la Bourse de la Découverte. Paul Gréveillac reçoit ce prix pour son premier roman, Les âmes rouges. On peut dire que c'est un roman à caractère historique, qui a une forte, j'ai envie de dire, connotation artistique, parce qu'il est sujet de littérature, il est sujet de cinéma, il est sujet en fait de tous les artistes, qu'ils soient dissidents ou non, qui ont pu créer des chefs-d'œuvre en URSS. Et il est aussi sujet des auditeurs, des lecteurs, finalement du public, sans qui il n'y aurait rien finalement. Vladimir Katouchkov, dans le métro, comme tous les matins, décortiquait la Pravda. C'était tout un art de comprendre la Pravda, entre non-dit et dithyrambe. Il fallait savoir lire entre les lignes. Et Katouchkov fronçait les sourcils à la lecture de la Pravda du 15 octobre 1964. Comme la veille, en première page, on faisait la part belle au message de félicitations du monde entier adressé aux 3 cosmonautes, c'est un record, mis sur orbite dans le cadre de la mission Voskhod 1. Mais, contrairement à la veille où figurait en bonne place le nom de Nikita Khrouchtchev, les éloges étaient désormais adressés anonymement aux dirigeants soviétiques. Le prochain livre sera très différent. Ce
c'est une biographie romancée. On restera dans cette période qui nous est chère et ce territoire fascinant qui est l'URSS, qui est la ville de Moscou, mais dans un registre tout à fait différent. Il ne faut pas s'attendre à un Âme rouge bis ou à un ersatz. On se placera du point de vue d'un compositeur soviétique qui a donc du fil à retordre avec les autorités, mais aussi avec lui-même et avec le processus créatif finalement. Troisième prix littéraire remis lors de cette soirée, celui du coup de cœur des lycéens. Il est lui aussi adressé à un auteur francophone. La lauréate de cette année est franco-britannique. La logique de la manite est son premier roman. C'est une immense joie d'avoir ce lectorat en particulier, parce que je dois vous avouer que je ne pensais pas que mon texte puisse s'adresser à des lycéens. Et d'avoir non seulement découvert que je pouvais être nominée, mais en plus de remporter le prix, je crois que c'est vraiment ma plus grande récompense. Je leur ai parlé cet après-midi et j'ai découvert des jeunes avec énormément de questions, un enthousiasme pour le texte. Ils cherchent vraiment à se poser des questions. Il y a une vraie passion et je me dis que si c'est la nouvelle génération, la littérature a encore de beaux jours. Je n'ai qu'une certitude à son sujet. Anastasie, ma sœur jumelle, va venir dans les prochains jours pour tenter de me tuer. Et elle ne sera sans doute pas seule. Sa disparition n'était qu'un leurre, une feinte pour mieux tromper l'adversaire. Pendant tout ce temps, tapie au fond de je ne sais quel trou, cette araignée mégalomorphe guettait l'occasion pour frapper un grand coup et m'annihiler once and for all. Je crois finalement que je vais céder à la facilité chronologique, dans un premier temps du moins, et tant que cela me convient bien entendu. Lors de cette soirée, la musique et l'art sont également mis en lumière. Le prix coup de cœur des jeunes mélomanes, attribué par les élèves de l'Académie Régnier III, a été remis au compositeur autrichien Johannes Maria Stott pour son œuvre Oscar. En 2016, l'art contemporain était tout particulièrement à l'honneur. Ce prix international récompense un artiste émergent. Cette année, c'était l'artiste plasticienne italienne Rosa Barba qui a été récompensée. Un palmarès riche pour célébrer les 60 ans de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Rosa Barba que vous aviez pu découvrir au début du mois dans le reportage réalisé par Fabien Bonilla et Serge Prémont à la Biennale d'art contemporain de Sao Paulo. Vous venez de l'entendre également, le coup de cœur des lycéens a été décerné à Catherine Douce-Tessier-Coz et ce coup de cœur est justement l'objet du reportage qui va suivre puisqu'une équipe de Monaco Info a pu être aux côtés des lycéens il y a quelques jours lorsqu'ils ont décidé de décerner ce prix à cet auteur. Ils étaient 60 élèves au départ de seconde venant de différents établissements monégasques. Leur mission, lire 13 livres depuis le mois d'octobre dernier. Plus tard, 21 élèves se sont retrouvés membres du jury sur la base du volontariat. Ils ont élaboré une shortlist pour sélectionner les 4 romans finalistes, un travail conséquent. C'était pas facile de lire tous les livres parce que, en plus, avec les livres de français à côté, ça faisait quand même, je sais pas, une douzaine de livres sur l'année à lire. Mais c'était super intéressant parce que, au lycée, on lit quasiment que des livres, Molière, plutôt anciens, on va dire. Là, c'est vraiment du contemporain. C'est des gens qui vivent à la même époque que nous. Donc, des fois, on a des points de vue qui peuvent se rapprocher de ce qu'on pense nous aussi. Et peut-être des fois, plus de facilité à s'identifier dans le livre ou quoi. Et puis même, c'est une expérience intéressante juste du fait qu'on a lu différentes choses, vu autre chose. Vous les avez sentis vraiment impliqués ? Oui. Alors, comme c'est une aventure sur la durée, il y a des hauts et des bas évidemment, puisqu'on part de octobre à octobre. Donc sur la durée, ils ont lu 13 romans. Évidemment, et c'est humain, il y a des romans qui plaisent et d'autres beaucoup moins. Donc parfois il y a des moments de découragement, surtout en début d'année quand on leur parle de 13 romans, ça leur fait très peur. Et malgré eux, ils se prennent au jeu et ils se sentent aussi investis d'une mission. On leur dit aussi qu'ils vont peut-être lancer une carrière et du coup ils prennent ça très à cœur.
Et parmi les 4 romans en compétition, Catherine Douce-Tessier-Coz remporte ce prix coup de cœur des lycéens avec son premier roman, La logique de la manite. En fait, ça parle d'un personnage qui a tué toute sa famille et plusieurs personnes avec des champignons. Et du coup, durant tout le livre, on a plein d'explications sur les champignons, un gros approfondissement sur ça. Et puis après, on découvre un personnage vraiment particulier. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est un livre vraiment différent, un livre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je voulais voter pour ça parce que au début, je me suis ennuyé dans le livre, j'avoue, mais au final, c'est quelque chose vraiment d'original. Il y a une vraie recherche, quelque chose de vrai. Ça m'a plus plu que les autres choses. Je me suis dit que ce livre-là, il n'y avait peut-être que cet auteur qui pouvait le faire. Donc voilà. Catherine Douce-Tessier-Coz remporte donc le prix coup de cœur des lycéens ainsi qu'une dotation de 6 000 €. Quant aux membres de ce jury, ils repartent avec un enrichissement personnel en ayant lu tous ces livres et un bon d'achat Fnac offert par la Fondation Prince-Pierre. Prenons à présent la direction de l'Afrique et plus particulièrement celle de la République démocratique du Congo où Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, effectuait un déplacement il y a quelques jours. Suite de notre série de reportages consacrés justement à ce déplacement. Après ce projet qui concernait des jeunes filles accusées de sorcellerie à Kinshasa, place aujourd'hui à un programme portant sur la démobilisation des enfants soldats. Le reportage sur place signé Émilie Rousseau et Alexandra Paolini. De 2008 à 2016, plus de 12 000 enfants auraient été recrutés et utilisés par les forces ou groupes armés en République démocratique du Congo. Des enfants que l'on surnomme enfants soldats. Certains viennent de familles défavorisées, certains ont été manipulés, d'autres ont choisi cette situation pour fuir leurs conditions de vie difficiles. De nombreuses associations et ONG recueillent et accompagnent ces jeunes dans leur processus de démobilisation et de réinsertion sociale. À Kinshasa, mais aussi ici, à Goma, dans le Nord Kivu, un programme connaît un fort succès, un programme baptisé Capoeira pour la paix et soutenu notamment par l'AMAD mondiale depuis 2014. J'avais l'espoir qu'on pourrait répliquer en RDC les succès qu'on avait constatés en Haïti par exemple. Mais je dois dire que je suis très surpris par l'accueil très chaleureux avec laquelle les enfants, mais pas seulement les enfants, aussi les encadreurs, la population locale, les communautés ont accepté la capoeira comme cette initiative. Pour développer ce programme en RDC, l'AMAD mondiale a pu compter sur l'expérience de Capoeira Congo, fondée à Kinshasa en 2006. Cette association a pu constater un réel impact sur ces jeunes stigmatisés et traumatisés par une enfance volée. La capoeira, elle a beaucoup de valeurs familiales importantes. Parce que déjà, tous les capoeiristes qui se retrouvent dans un groupe ou dans une association se retrouvent au fait dans une espèce de famille. Donc ils ont tous directement un frère, une sœur, un père, une mère, automatiquement. Donc les enfants de rue ou des orphelins ou tous ceux qui ont vécu des moments difficiles ou qui ont été traumatisés se retrouvent tout de suite récupérés dans une espèce de cocon familial qui les accueille avec plaisir et avec amour. Et donc du coup là-dedans on donne de l'amour, on donne des valeurs intellectuelles et des formations et tout ça pour pouvoir les aider à se créer un avenir, des ambitions et tout ça, parce qu'à côté de ça, je profite souvent de l'association pour pouvoir leur former en informatique, un peu mathématiques et d'autres formations en tout cas qui peuvent leur être importantes dans l'avenir et pour pouvoir vraiment être des personnes respectables. Cette association a déjà encadré plus de 4000 jeunes depuis sa création. Elle a également formé des moniteurs qui, depuis, véhiculent les valeurs de cet art martial afro-brésilien. À Kinshasa, j'ai fait un bon travail avec des jeunes de Kinshasa. Et j'ai passé tous les moments avec ces jeunes-là pour apprendre la capoeira, pour leur montrer aussi la facilité de trouver l'amour à travers les autres. Et aujourd'hui, je suis venu à Goma pour appuyer le projet Capoeira pour la paix. Et la Capoeira pour la paix, ça marche. J'aime bien mon travail avec les enfants. J'aime bien le soutien de l'AMAD mondiale. Patrimoine immatériel de l'humanité, la capoeira a donc bien trouvé sa terre, celle de ses origines. Elle y joue à présent pleinement son rôle et bien au-delà.
Et je crois qu'on n'a pas fini encore, ça ne fait que commencer. Et vous allez tous devenir de grands capoeiristes. Voilà, et sachez que vous pourrez découvrir le 3e volet de cette série de reportages vendredi dès 19 h. Il sera consacré à la réinsertion de jeunes filles. L'actualité est ainsi faite. Passons à présent à une actualité plus légère. Ce sujet, sous le chapiteau Espace Fontvieille, la foire de Monaco a ouvert ses portes. Christine Datomel, Orazio Gaggino et Eric Pocoy vous font découvrir ce nouveau rendez-vous sous une thématique, celle du Japon. Une 29e édition qui rend hommage à la culture nippone, arts martiaux, shiatsu ou encore ikebana, des animations pour faire de votre visite un voyage sur la route du Japon. Le kimono, Jakuta et la chakra, tout ça m'a motive Japon. Votre prénom en japonais avec le symbole, la porte-bonheur. C'est votre prénom, madame? Non, celui de ma petite fille. Et alors pourquoi vous avez souhaité lui faire ce cadeau? Tout simplement, je suis folle de ma petite fille, comme toutes les mamies. Voilà. Et elle a un joli prénom. Julia, c'est super. Donc voilà. Ça va lui porter bonheur. J'espère. Tout du moins, j'espère. Comme tous les ans, le chapiteau de Fontvieille abrite donc de nombreux stands riches et variés. De l'ameublement aux objets de décoration, en passant par les stands gourmands ou encore ceux de l'habillement. Il est le rendez-vous incontournable de l'automne. C'est un peu des bijoux, c'est pratiquement toutes mes créations, tout le design. Et je les fais fabriquer par des réfugiés tibétains au Ladakh, au nord de l'Inde, et ceux qui me fabriquent. Je vais les chercher 3 fois par an. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 11 ans. Et alors on peut trouver vos bijoux où, sur les salons, ou vous avez également un site internet? J'ai une boutique à Lyon, mais qui est réservée qu'aux professionnels. Et je fais 2 portes ouvertes par an pour le public. Et ça a beaucoup de succès. Nous, comme vous pouvez le constater, on est spécialisé dans 2 produits essentiellement. Le cochon noir, vulgairement appelé la pata negra, puisque normalement c'est un nom qu'on ne doit pas utiliser. Dans le cochon noir espagnol, il y a 2 catégories dans le haut de gamme du jambon. C'est le cebo et le bellota. Ensuite, on est aussi pas mal calé sur la truffe. On a un fromage qui avait été élu ici même en 2013 l'un des meilleurs fromages au monde. C'est de la brebis à la truffe. On a un saucisson aussi à base de truffe et de la vraie truffe et non pas de la truffe traficotée ou qui vient d'Asie. C'est de la truffe italienne. L'un des meilleurs saucissons actuels sur le marché de la salaison. Ensuite, on a aussi du filet de cochon noir, on a de la rosette extra maigre, même si celle de Lyon est très bonne, on lui fait concurrence. Il suffit de la regarder pour constater qu'elle est très maigre, très raffinée. Et on a 3-4 fromages qui sont primés actuellement et qui sont, à mon sens, les meilleurs fromages actuels en France. C'est un produit qui est fabriqué à Fayence, dans le Var. Voilà, nous on est de Saint-Raphaël. Voilà. Donc tout est artisanal, bien évidemment. Donc le caramel fabriqué en Bretagne par un artisan breton à Trégastel. Donc nous on l'injecte dans le nougat. Donc lui il nous fabrique que le caramel. Nous on fabrique que le nougat. Celui-là c'est amande, pistache et noisette. Celui-là c'est amande et nougatine. Les amandes caramel dans le miel. Et celui-là c'est le traditionnel de Provence. On met très peu de sucre dedans ajouté. Tout est bio. Les amandes et le miel sont Provence, certifiés bio. 6 journées dédiées au shopping et au divertissement pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. La foire de Monaco, c'est jusqu'au 10 octobre sous le chapiteau de Fontvieille. La foire donc à découvrir jusqu'au 10 octobre et ce week-end notamment. Autre événement qui va d'ailleurs marquer le week-end à venir, ce concert d'Azaf Avidan du côté du Grimaldi Forum. Sachez qu'il reste encore quelques places et qu'il s'agit d'un concert acoustique. La maison de joaillerie HRH Jewels Monaco vient de présenter sa nouvelle collection au Yacht Club de Monaco. L'occasion pour Christine Datomel de se rendre sur place et de vous plonger dans un univers quasi féerique.
Parce que chaque femme est unique et plurielle à la fois, la maison HRH Jewels Monaco donne naissance à des bijoux emplis de douceur, de pureté et de sens. C'est dans un cocon parfumé et délicat que la nouvelle collection de la Griffe a été dévoilée le temps d'une soirée. Une palette chromatique extrêmement douce, pastel, faite de nuances très très douces, de nude, de rosé, de gris, voilà, tout en délicatesse. La collection Once Upon a Dream allie l'esthétique occidentale et la sensualité de l'Orient, à l'image de sa fondatrice Hind Rafik Hariri. Il était une fois l'exquise légèreté de la dentelle chantilly. Toute l'histoire de la maison a commencé avec la dentelle, puisque c'était son rêve il y a une dizaine d'années, d'arriver à créer, à réaliser une dentelle en or, alors qu'à l'époque, ça ne s'était jamais fait. Elle a mis un certain temps à pouvoir obtenir un fil d'or qui était suffisamment malléable et résistant à la fois pour pouvoir se prêter à l'exercice. Et par ailleurs, elle a rencontré une dentelière d'exception qui lui a permis justement de réaliser ce rêve et de développer, de réaliser cette manchette en or. À la fois sensuelle et solide, souple et structurée, il y a des roses qui ne se fanent jamais. The Rose of Hope porte en elle l'espoir de la fondatrice en des lendemains de paix et de générosité. C'est un univers peuplé de symboles, à la fois floral, puisque vous avez des roses, différentes roses. Je vous parlerai simplement de la Rose of Hope, la rose de l'espoir, qui est en fait la rose qui symbolise pour Hind la pureté et l'espoir en l'avenir, et qui est aussi un souvenir, réminiscence de l'œuvre de son père, M. Rafik Hariri. C'est une rose qui a été dédiée par la maison d'Elbar à M. Hariri. On l'appelle la rose Hariri d'ailleurs. Des réalisations audacieuses inspirées d'un univers poétique et rêvé que vous pourrez également retrouver du côté de la place du Casino. Lorsque la nature et l'art s'associent, le résultat vous attend du côté du jardin exotique. Pour cette 8e édition, quand fleurissent les sculptures, les artistes de la YAP ont redoublé d'originalité. Vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Dominique Poulain. Au gré des allées du jardin exotique, 13 sculptures d'artistes du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Elles sont exposées dans le cadre de la 8e édition de l'exposition « Quand fleurissent les sculptures ». Elles sont de styles très variés et abordent des thèmes différents. C'est né d'une idée qu'on voulait offrir non seulement des plantes aux visiteurs, mais aussi un peu de culture artistique. Donc l'idée a germé au travers de petites associations qui nous avaient sollicité pour mettre dans le jardin des objets qu'ils fabriquaient eux-mêmes. On était un peu sceptiques et puis de là est arrivé le fait qu'on a rencontré le comité donc auprès de l'UNESCO et on a pu obtenir petit à petit ce genre d'exposition. Ces sculptures sont faites à base de matériaux aussi multiples que le marbre, le plexi, la céramique, le bronze, la résine, le bois ou encore la tôle. Ce cactus, par exemple, est composé de bois flotté, de bronze et de marbre du Zimbabwe. Le bois est fait de la nature et le reste de moi, mais aussi le cactus est vraiment comme un vrai cactus, mais avec de bronze, avec bronze. Cette œuvre, elle, est réalisée à partir de canettes. Celle-là, avec de la résine et des voiles de bateau. Parallèlement à l'exposition de sculptures, 22 photographes de l'AIAP présentent eux aussi leurs travaux dans la petite serre du jardin exotique. Contrairement aux sculpteurs, les photographes devaient, eux, respecter une thématique. Cette année, le thème retenu est le végétal. Pour la première fois depuis la création de « Quand fleurissent les sculptures », 2 prix ont été créés. Le prix du maire pour distinguer la meilleure sculpture et le prix du directeur du jardin exotique pour récompenser la meilleure photo. Et c'est ce cliché qui a obtenu le plus de suffrages. Il est l'œuvre de Viviane Marchioni, une artiste niçoise. J'ai toujours mon appareil photo sur moi et je déclenche dès que quelque chose me plaît. Et là, ça m'a plu. Je trouvais que la nature était très belle. De voir que l'eau ne pénétrait pas dans les fleurs, enfin dans les plantes,
Elle restait en surface comme ça de la feuille. J'ai trouvé ça assez magique et c'est ce que j'ai pris. Après, j'ai juste eu à chercher le bon cadrage. Quant à la sculpture, c'est le cactus de Tuula Hirvonen, l'artiste finlandaise résidente monégasque, qui a été primée. Et sachez que pour la première fois, des prix ont été décernés pour récompenser la plus belle sculpture et la plus belle photo. Passons à présent à vos prévisions météo. Jeudi, détérioration progressive du temps, du soleil avant l'arrivée de nuages de plus en plus nombreux, risque de pluie en cours ou en fin d'après-midi. Vendredi, pluie dans la nuit, rétablissement d'un temps sec dans la journée, assez ensoleillé, température comprise entre 16 et 22 degrés. Samedi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, faible risque d'averses avant la nuit, des températures stationnaires. Dimanche, un temps assez beau le matin et beaucoup plus incertain l'après-midi, comptez jusqu'à 21 degrés pour les maximales. Et c'est sur ces prévisions dignes d'un mois d'octobre que s'achève cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un magazine découverte consacré au pays de la lavande.